Le recherche généalogique en Pologne pourrait sembler un vrai défi avec divers obstacles et bonnes découvertes. C'est un parcours fascinant et enchanté. Racines et récits, le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Racines et récits. Les recherches généalogiques nous conduisent régulièrement hors de nos frontières hexagonales et l'accès à l'information ou aux archives dans d'autres pays relève parfois d'un véritable parcours du combattant. Alors nous allons aujourd'hui partir à la découverte de nos ancêtres polonais en compagnie d'Ewa Slaby, membre de l'U-Projet, généalogiste franco-polonaise, spécialiste des recherches dans un pays dont les frontières ont été souvent bousculées et qui a même disparu de la cartographie européenne durant une partie du 19e siècle. Ewa Slaby, bonjour. Dzień dobry. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, Ewa, et merci d'avoir accepté effectivement notre invitation au micro de Racines et récits. Alors, avant de discuter sur l'accès aux archives polonaises, je pense qu'il est nécessaire de connaître quelques grandes lignes de l'histoire de ce pays. C'est un préalable culturel indispensable avant de lancer dans toute tentative de fouille généalogique. Parce que je me souviens que tu m'as dit pendant la préparation que la Pologne, c'était à la fois un paradis et un enfer pour le généalogiste. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Ewa ? Exactement Stéphane, le paradis pour les généalogistes, car au cours de l'histoire, la Pologne a changé plusieurs fois ses frontières par rapport à ses frontières d'aujourd'hui. Non seulement le polonais, mais de nombreuses autres nationalités, régions et cultures ont vécu et coexisté ensemble sur son territoire durant les siècles. Nous avons à notre disposition multitude de sources et la richesse qui va avec. Pour la même raison, un enfer pour les généalogistes, car cette diversité culturelle, juridique, religieuse et législative a provoqué que lors de la conduite de recherche généalogique, il est nécessaire de prendre en compte tous ces aspects. En plus, les frontières polonaises étaient modifiées durant le siècle à la fois à l'est, à la fois à l'ouest. Il est important de notifier donc que pendant plus de 100 ans, la Pologne a disparu de la carte de l'Europe. Vers la fin du XVIIIe siècle, par exemple en 1772, 1793 et 1795, la Pologne a subi 3 partages. En polonais, on dit rozbiory polski, qui s'est déroulé entre 3 monarques, le royaume de Prusse, l'empire de l'Autriche et l'empire russe. Sans indépendance, la Pologne a gagné en 1918. Ces frontières se plaçaient sur une partie de la Pologne d'aujourd'hui et un peu de l'Ukraine. En revanche, en 1945, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Pologne a subi les modifications de ces terres, perdant ces terres à l'est et recevant ces terres à l'ouest. En résumé, la recherche généalogique en Pologne pourrait sembler un vrai défi avec divers obstacles et bonnes découvertes. C'est un parcours fascinant et enchanté. On plonge régulièrement dans un mélange de la culture, de la langue, les actes en latin, polonais, russe, allemand, yiddish, de l'histoire et diverses religions catholiques, gréco-catholiques, protestants, juifs, musulmans, autres. Merci Ewa, mais on voit bien que ça ressemble un petit peu à la France finalement, qui a connu aussi dans son histoire énormément de changements de ce type sur les langues régionales, sur le latin. C'est vrai qu'on retrouve des similitudes. Et est-ce que la structure de l'état civil polonais est proche de la structure française ? Des registres paroissiaux d'abord, je crois, puis des registres civils plus tard. Et surtout, comment est-ce qu'on peut y avoir accès pour les consulter et quelles sont les périodes disponibles ? Oui, exactement. La majorité de registres paroissiaux sont en latin. En Basse-Silésie, parfois, on retrouve les actes rédigés en allemand, en revanche, en Haute-Silésie, en polonais. Le latin était utilisé dans les registres paroissiaux jusqu'aux réformes du Concile Vatican II qui s'est déroulé en XXe siècle. Le premier registre paroissiaux polonais date au XVe siècle. Les plus anciens sont les registres de baptême de l'église Sainte-Marie de Cracovie de 1542. Plus ou moins, à partir de 1564, donc 20 ans après, nous pouvons trouver le registre de baptême et de mariage. Par contre, le registre de décès, on trouve plus ou moins à partir de 1800.
Mais, malheureusement, à cause de nombreux bouleversements historiques et la période de partition, beaucoup des actes n'ont pas survécu et sont disparus. L'ensemble des actes et des documents divers archivés, on pourrait trouver sur le site polonais nommé Szukaj w archiwach, en français Rechercher dans les archives. Le site officiel est www.szukajwarchiwach.gov.pl. Alors ça, c'est compliqué pour nos auditeurs. Moi, ce que je propose, c'est que à la fin de l'émission, on donnera l'adresse de ton site et je pense qu'on pourra trouver les liens dont tu parles. Et ça sera plus facile parce que l'orthographe en français est extrêmement compliqué et la dire comme ça en radio, c'est un peu compliqué. Ce site Szukaj w archiwach regroupe des actes, des registres, des cartes, des photos, des collections, de la documentation technique, des registres de population, des actes notariaux et bien plus encore. Alors, en dehors de l'état civil, Eva, quelles sont les autres sources que l'on peut consulter soi-même en Pologne? Je pense notamment à tous les descendants, par exemple, des victimes de la Shoah qui ont été énormes en Pologne, par exemple, et qui recherchent leurs ancêtres disparus dans les conditions qu'on connaît. En Pologne, il y en a plus en plus de passionnés de généalogie, des associations de généalogistes amateurs et professionnels qui font un excellent travail pour numériser les archives paroissiales et les archives privées. Dans mes recherches, je me parle régulièrement, à côté Szukaj w archiwach, de sites polonais suivants: Geneteka, Metriki, Skanoteka, Genbaza, Basia, et ce sont des bases de données des archives d'État polonais et des archives paroissiales. Après, il y a des bases de données des cimetières et des personnes enterrées. Après, il y a aussi la base de données des grandes familles nobles. Il y a aussi une base de données qui collecte et met à disposition des documents sur le sort de Polonais et citoyens polonais d'autres nationalités dans les années 1917-1990. Il s'agit de l'Institut de la mémoire nationale. Puis, il y a des bases de données de différentes associations généalogiques. Ensuite, Family Search. Et à la fin, on parle de Yad Vashem, Jewish Records Indexing Poland et aussi le site du musée de l'histoire des Juifs polonais à Varsovie, Polin. Oui, mais là-dessus, encore une fois, on va renvoyer à ton site où on pourra effectivement retrouver ces informations. Alors, il y a aussi une difficulté qu'on rencontre lorsqu'on cherche par soi-même et qu'on se retrouve face à des documents polonais, c'est l'écriture même des actes. On trouve des alphabets, des langues différentes suivant l'époque. Il faut donc jongler, tu l'as dit, entre latin, russe, allemand, polonais, écriture cyrillique et même yiddish, sans parler des variantes de noms de famille. Alors, comment s'y retrouver? Est-ce qu'il y a des moyens? La solution la plus facile est d'être polyglotte. Ça, c'est clair. Mais en réalité, le savoir-faire des généalogistes, des passionnés de la généalogie et les différents outils informatiques aident aux recherches. Il ne faut pas oublier que l'alphabet polonais se compose de 32 lettres, contre 26 en français, dont des lettres avec des accents, et il y a des lettres qui n'existent pas dans l'alphabet polonais parce qu'il y a une connotation ou étrangère ou historique. Il s'agit de lettres Q, X, V. Après, dans la langue polonaise, il y a des lettres homophones qui ont la même prononciation, mais l'écriture différente. Ensuite, il y a combinaison de 2 à 4 lettres. Par exemple, SZ, CZ, qu'on prononce ch, ch. Le simple exemple, c'est le nom de Leszczyńska, où il y a SZ, CZ. La langue polonaise possède aussi la déclinaison qui comprennent cette cas. Tout cela pour dire que si les actes d'état civil étaient écrits en polonais, la traduction ou transcription dans une autre langue semble être un exercice assez facile. En revanche, si l'acte était enregistré en latin, en russe, donc en cyrillique, en allemand, en yiddish ou en autre langue, la transcription en polonais pourrait modifier le nom ou le prénom d'une personne. À cela, il faut ajouter l'enregistrement divergent de noms et prénoms polonais des émigrés par les autorités étrangères. Et aussi, il faut prendre en compte que le nom des hameaux, des bourgs, des villages, des villes polonaises, ils ont été également modifiés ou changés selon le possesseur du terrain. Par exemple, les modifications les plus connues sont pour la ville de Gdańsk, autrefois nommée Gdańsk, idem pour Wrocław, qui s'appelait Breslau, ou Oświęcim, qui à l'époque est devenu Auschwitz.
Alors, je voudrais venir à un sujet, Eva, qui est lié à la période après la Première Guerre mondiale, où il y a eu une grande vague d'immigration polonaise en France, notamment vers les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais. Et d'ailleurs, ça a donné de grands footballeurs qui ont joué dans les clubs français. Mais cette communauté, encore importante aujourd'hui, est-ce qu'elle peut aider aussi les personnes en recherche de leurs ancêtres polonais? Oui, effectivement. La première grande immigration polonaise vers la France a débuté en 1831 et duré 35 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la dernière insurrection polonaise. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, la France, affaiblie, son bras pour travailler, cherchait et recevait des immigrés polonais, italiens et espagnols. En 1920, la France a signé une convention d'immigration avec la Pologne. On estime qu'au cours de 2 années qui ont suivi sa signature, plus de 600 000 Polonais ont émigré en France. Il y en a beaucoup des associations culturelles gérées par des anciens et par la nouvelle génération qui souhaitent garder le patrimoine polonais de ses ancêtres. Et est-ce qu'il existe le même métier qu'en France? Est-ce qu'il existe des généalogistes familiaux professionnels en Pologne qui pourraient aussi aider dans les recherches? D'abord, je souhaiterais dire que, selon les différentes sources, le métier de généalogiste existe en France depuis 1830. En revanche, en Pologne, ce métier date à peine quelques dizaines d'années. La loi polonaise ne prévoit pas ni ne permet pas la même collaboration telle qu'elle existe entre le notaire français et les généalogistes successoraux français. C'est un métier à pleine expansion avec des associations qui regroupent de plus en plus de généalogistes professionnels et font du travail de fourmi pour copier des actes et le mettre à la disposition du public. Il y a des formations de genre de DU généalogie similaires aux formations françaises à Nîmes, Le Mans ou autres. Sur les sites de différentes associations généalogiques qui regroupent des généalogistes polonais ou sur les sites de Scanoteka ou Geneteka, nous pouvons toujours demander de l'aide pour nos recherches. Alors Eva, j'ai une dernière question. Peux-tu nous donner un aperçu de ton activité, notamment par rapport à la barrière de la langue? Quels sont les grands types de demandes que tu reçois? Et conseilles-tu de faire systématiquement appel à des professionnels ou peut-être quand même on peut essayer de démarrer tout seul? Le 2, je dirais le 2. Depuis la fondation de mon étude Slabi Généalogie, j'ai eu la possibilité de gérer plusieurs dossiers de recherche d'héritiers pour des particuliers, des sociétés immobilières, des notaires, d'autres études généalogiques ou à la demande des curateurs judiciaires qui administrent les successions vacantes en Pologne. J'ai réalisé des recherches du présent au passé afin de construire une histoire et un arbre généalogique des familles, mais également du passé au présent, afin de retrouver la 3e, 4e ou 5e génération des héritiers vivants dispersés. Mon petit conseil que je peux donner pour commencer des recherches en Pologne est qu'il faut prendre en compte différents vecteurs liés au territoire géographique, langue officielle d'enregistrement des actes, l'alphabet utilisé, calendrier, nom de l'endroit où le fait a eu lieu, division administrative historique de la zone recherchée, multitude de sites à vérifier sans avoir aucune certitude de trouver des registres, car ils ont pu être détruits par des batailles, des guerres qui ont eu lieu sur les territoires polonais. J'avoue que la connaissance de la langue polonaise, qui est ma langue maternelle, est le facteur qui l'aide pour comprendre le site de recherche polonais et les nuances linguistiques de ma langue natale. Pour cela, il est conseillé de demander l'aide de professionnels qui savent comment naviguer dans le recoin de la généalogie en Pologne. Eva, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits, qui va aider nos auditeurs à y voir quand même un peu plus clair dans un pays dont l'histoire et la langue, on l'a vu ensemble, sont souvent des freins aux recherches. Et je précise maintenant l'adresse de ton site à tous nos auditeurs. Le site, c'est slabi-généalogie.com et Slabi, ça s'écrit S-L-A-B-Y. Merci Eva. Dziękuję. Merci beaucoup, Stéphane. Vous venez d'écouter le 14e épisode de Racines et Récits. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr.
Rendez-vous pour notre prochain épisode le 21 novembre en compagnie de François Lerebourg, dirigeant de Généatique, qui nous fera découvrir les dernières nouveautés de son logiciel. À bientôt!